On peut commencer, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Je te passe le co. Super, merci. Ok, peut-être avant de commencer, bonjour. Oui, bonjour. Oui, et je voudrais juste vérifier avant qu'on commence. Mon nom est Sohaibou Varissou, le président de séance. Je voudrais juste vérifier si nos 4 études de cas sont présents à la séance. Start my video. Yes, I can start it, no problem. Yeah, I will say a few words before I hand over to you, though, but we can check if everybody is here. Yes. Before we start, okay. I could see Grand Bassam is here, Saint-Louis, Djenné, and Sida de Vella. Are you here? Saint-Louis est bien présent, oui. Okay. Ok, merci beaucoup. Djenné? Ok, vous allez nous joindre peut-être. Sida de Vella, are you with us? Sida de Vella, est-ce que vous êtes là? Okay, I would suggest that maybe we start if they join us in the course of the meeting. They will join. They will join. Thank you very much. Okay. So I think we can get started. Yes. So I will do a very short welcome and then hand over to you, Sohaibou. Yes. So first of all, a very good afternoon to everybody. Thank you very much for joining us today. We are absolutely delighted to have you with us for this second technical session, which is focused on the Africa region for the 10th anniversary of the Historic Urban Landscape recommendation. As you know, we have 3 technical sessions scheduled today and 3 technical sessions scheduled also on the 21st of June, for which we hope you will join us. Each of these sessions has different links, so we really hope that you are able to register and join us for each of them. And then on the 23rd, we will have the launch of the HUL call for action, the UNESCO HUL call for action. And the 24th is when the rapporteurs of each of these technical sessions will come together for a roundtable on the 24th and on World Heritage Cities, on the implementation of HUL in World Heritage Cities. I would like to take this opportunity to request all of you to please keep your mic turned off when you are not speaking. And also, this would enable the sound to be better for everybody. And when you have any question, please feel free to enter it in the chat at any time. And then at the end of the discussion time, you can also raise your hand at any time, but the chair will only call on you during the time allotted for discussion at the end, when you can also enter your questions, your comments on the side. And I also invite all the panelists to respond in the chat as well, but of course we will try as much as possible to have it as an open discussion. So very quickly before we launch into the presentations and I hand over to the chair, I want to recap a few points regarding the Historic Urban Landscape recommendation. Next, please. I think the most important point for us to keep in mind is that it was adopted by the Historic Urban Landscape recommendation was adopted by the General Conference in 2000, the UNESCO General Conference in 2011. And it is a soft law to be implemented by member states on a voluntary basis and an additional tool to integrate policies and practices of conservation of the built environment into the wider goals of urban development. So it applies to all historic cities, not only to World Heritage Cities, and it advocates a landscape approach for identifying, conserving, and managing historic areas within broader contexts, considering the interrelationships between physical forms, natural features, and social and cultural values. So the emphasis is on recognizing the historic center ensemble as an intricate part of a larger setting of its geographical, historical, social, cultural context. So it advocates looking at historic urban areas as composed of layers of history, economic, social, spatial relationships
between the built heritage, natural environment, and the local communities. Next, please. So when we look at the historic urban landscape recommendation, I just want to touch very briefly here on the Fukuoka outcomes, which was from an expert meeting in Fukuoka when there were 8 different points or dimensions of implementing the HOL approach that was developed to better identify urban attributes, and a basic framework for urban heritage management that was developed. You can find this on our website. Next, please. Just to wrap up, I want to mention 2 points, which is related to the different activities that we are carrying out at the World Heritage Center, the World Heritage Cities Dialogue. The World Heritage Cities program has more than 313 cities in the program, and the theoretical and methodological efforts are made through the historic urban landscape recommendation activities. The urban notebooks is, I hope everybody here is subscribed to urban notebooks, which is our monthly e-newsletter. And the City Lab is an innovative global collaborative workshop for co-creation of strategies and solutions related to urban heritage management, and the World Heritage City Dialogues, which is a platform for the site managers and focal points to meet and exchange. And Canopy, which is the World Heritage Canopy, is a platform for innovative practices and strategies for heritage-based solutions for sustainable futures. With that, I want to stop here. Thank you very much again for joining us. And I want to hand over now to our very eminent chair for this session, Mr. Soibu Varisu, who is the Executive Director of the African World Heritage Fund. A very warm welcome to you. I also want to take this opportunity to introduce our rapporteur, Ms. Ishanlosan Odiwawa, who is Vice President of ICOMOS Nigeria and a very important conservation expert. Thank you very much for being with us, and we look forward to the session today. Over to you, Mr. Varisu. Oh, thank you very much, Jyoti. I think it's our biggest honor. I don't know if I should speak French or English, but I'll be shifting as we go. Because we have a question. Nous avons la traduction. So I might just take this opportunity to remind everyone to please choose the language of your preference. Alors, donc, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez choisir la langue qui vous convient. So I would like to say that it's a big honor for me to be part of this. Donc, j'aimerais vous remercier de participer à cette réunion. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Donc, j'aimerais vous remercier. J'aimerais remercier le centre qui m'a donné cette occasion. Et j'aimerais remercier Richard Hossen qui nous a beaucoup aidé dans nos travaux. J'aimerais également remercier tous les participants et collègues qui sont ici avec nous. J'aimerais aussi remercier l'équipe technique qui a beaucoup travaillé. Et nous ne pouvons pas toujours voir leur travail de manière directe. Mais j'aimerais vous dire que cette réunion est particulièrement importante. En effet, nous parlons d'un certain nombre de problèmes qui touchent tout le monde dans le monde, les questions liées aux villes. Et quand on dit que les villes sont l'avenir, eh bien, c'est une chose qui est vraie. Tout le monde s'y dirige, tous les pays sont de plus en plus urbanisés. Et donc, c'est pourquoi nous allons parler de cette question dans les jours à venir, mais aussi dans l'année
à venir. Et dans 10 ans, nous fêterons le 20e anniversaire de ce programme. Alors, cette session va nous permettre de voir comment le principe de paysage urbain historique a été mis en œuvre en Afrique. Nous allons entendre quelques informations déjà sur ce programme, puis ensuite nous aurons 4 études de cas, des pays qui partageront leurs expériences, qui parleront des difficultés, des bonnes pratiques, et ensuite nous aurons une discussion. Enfin, il y aura un résumé de cette session de la part de notre rapporteur. Alors, il y a quelque chose de très important dans cette approche PUH. Comme je l'ai dit, nous parlons de gestion de ressources du patrimoine pour la protection de notre patrimoine. Mais nous incluons cela dans un environnement très dynamique. Il est impossible d'arrêter le développement d'une ville. Et c'est quelque chose qui est particulièrement vrai dans le contexte africain. En effet, il y a un développement de villes florissantes et cela inclut les villes qui sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial. Il y a 14 sites africains qui ont été inscrits sur la liste du patrimoine, des villes qui ont été inscrites, et chacune de ces villes, d'ailleurs, fait l'objet d'une étude de cas actuellement. Mais je crois que ce qui est ressorti jusqu'à maintenant, c'est que ce modèle de paysage urbain historique a été utilisé de manière holistique. Cela touche des questions comme celle du logement, mais aussi de comment on peut concevoir les lieux. Comment peut-on offrir de meilleures conditions pour les populations qui vivent dans ces villes? Et ce, sans négliger les aspects de conservation du patrimoine, pour pouvoir conserver l'authenticité des villes. Tout cela qui est lié au site du patrimoine. Donc il y a vraiment une combinaison de vues, de méthodologies, et c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant dans le cadre de cette approche paysage urbain historique. Et ici, j'aimerais dire que nous parlons donc vraiment de lieux qui ne sont pas fixes, de lieux qui ont évolué au fil du temps. Alors, prochaine diapositive. Quand on examine la façon dont il y a eu des interactions entre le Fonds pour le patrimoine mondial africain et le programme, eh bien, il y a eu un certain nombre de programmes de renforcement des capacités. C'est un domaine prioritaire pour voir comment on peut soutenir le développement des villes en ayant donc une approche holistique d'adaptation. Par exemple, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été prises à Tombouctou, au Mali. C'est quelque chose qui a été particulièrement intéressant pour voir comment il est possible d'autonomiser des maçons pour améliorer leurs compétences et pouvoir avoir une implication des communautés et une conservation des sites sur le long terme. En effet, il faut avoir un développement des compétences. C'est une approche fondamentale. Nous avons aussi réfléchi à comment nous pouvons vraiment renforcer le patrimoine des villes. Et donc, nous avons travaillé main dans la main avec, par exemple, les autorités de Grand Bassam et d'autres. Nous avons cherché à voir comment il est possible de développer les compétences des personnes, donc ici avec nos collègues de la Côte d'Ivoire, pour développer les sites dans le contexte donc des villes. Donc il y a un certain nombre de domaines qui sont absolument fondamentaux quand on parle de sites urbains historiques. Comment avoir plus de diversité, plus de mobilité, mais aussi
comment s'assurer que le développement permet de garantir de meilleurs modes de vie pour ceux qui vivent dans ces villes. Next slide, please. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je crois qu'on a raté une diapo. Peut-être qu'il faudra retourner un tout petit peu en arrière avant de revenir sur celle-ci. Non, reculer plutôt. Yes, again. Reculer, reculer, reculer. Reculer encore. On a raté une diapo. Voilà, celle-ci. When we look at what Alors, quand on examine les programmes qui ont été mis en œuvre au niveau mondial, on peut voir qu'il y a donc une distribution et un clair déséquilibre mondial. Et c'est intéressant parce que ce déséquilibre vraiment se retrouve aussi pour les villes inscrites au patrimoine mondial. En effet, dans la région dont nous parlons, seulement 4% des villes, des 177 villes concernées, sont en Afrique. Donc en fait, 14% si l'on inclut les États arabes. Et cela montre que l'on peut mieux refléter la diversité des villes africaines sur la liste des villes du patrimoine mondial. Alors, quand on examine les 14 villes africaines sur la liste des villes du patrimoine mondial, on peut voir qu'elles ont été ajoutées récemment, notamment sur les 4 dernières années. Et ici, on peut voir qu'il y a un certain nombre de questions qui se sont posées, notamment sur les systèmes de gestion et les plans de gestion. En effet, parfois, il n'y a pas le système de gestion qui est mis en œuvre. Et c'est un problème. Un autre problème que l'on a pu voir, c'est celui du logement. Et le logement, c'est bien entendu lié au mode de vie. Et il y a beaucoup d'implications liées au logement, notamment dans l'urbanisme, mais aussi les conditions de vie pour les habitants. Il faut qu'ils puissent se sentir chez eux. Il y a d'autres problèmes, par exemple la gestion des déchets solides, et je suis certain que certains de nos collègues, notamment de Zanzibar, connaissent bien ce problème, mais aussi les collègues de Djenné. Je pense qu'ils nous en diront plus sur les questions de gestion des déchets solides dans leur ville. Il y a aussi d'autres problèmes, comme celui des transports. Donc, transport et infrastructures qui permettent le mouvement des habitants. Et en fait, ici, on inclut tous les systèmes de mobilité dans les villes. Ça peut être les voitures, les bus, et cela peut poser un problème. En effet, parfois, les routes, les rues sont très resserrées, il est difficile de circuler. C'est quelque chose que l'on ne peut pas changer à cause de la façon dont la ville a été construite. Et il y a aussi d'autres problèmes, problèmes qui sont liés au changement climatique, par exemple la gestion de l'eau. Mais il y a aussi les questions d'insécurité et de conflits qui ont touché certaines de ces villes. Il y a des conflits armés, bien entendu, mais il y a aussi des conflits qui sont un peu plus cachés dans les familles, sur la gestion foncière. Il peut y avoir des problèmes d'argent, notamment. Par exemple, dans les villes de Timbuktu, de Djenné, beaucoup de familles sont touchées par les situations de tension dans ces pays. Donc il y a beaucoup de problèmes qui peuvent donner lieu à des destructions, mais aussi à une mauvaise gestion.
Cependant, il n'y a pas que des défis. Il y a aussi un certain nombre de programmes qui ont été mis en œuvre. Et ici, j'aimerais parler du programme des autorités municipales, mais aussi des gouvernements qui permettent de s'assurer que les villes peuvent être conservées. Il y a également des programmes dont nous avons parlé sur ce que j'appelle la modernité africaine. Il s'agit d'un programme en développement qui est structuré donc autour d'un certain nombre d'ateliers, de groupes de discussion. Et l'objectif est de réfléchir aux expériences qui ont été mises en œuvre sur le continent, et ce particulièrement en ce qui concerne la modernité. Quelque chose qui n'est pas propre aux villes, mais que l'on peut beaucoup retrouver dans l'environnement urbain. Et ici, l'objectif est de voir ce que l'on entend par moderne et modernité dans le contexte africain. Et on essaye de voir ce que l'on peut apporter dans ces régions de nouveau. Donc, un certain nombre de choses ont été mises en place. Et il y a un symposium qui sera organisé en septembre par l'Université du Cap, qui permettra de réfléchir à ces questions. Et je vais donc en arriver à la fin de ma présentation. Et je vais donc donner la parole à mes collègues qui feront leur présentation. Alors, j'aimerais rajouter que il y a des sujets importants, d'ailleurs, que ceux qui vont faire les présentations des études de cas peuvent mentionner également. Notamment, il y a des questions, par exemple, de tendance d'adaptation. C'est quelque chose qui est très important. Comment les populations et les gestionnaires peuvent s'adapter à des environnements changeants, notamment en termes de population, de développement, de priorité. Parce que ici, on parle de changement sur le temps long. C'est quelque chose d'important. Et j'aimerais aussi parler de la question des villes durables. Je pense que c'est une question importante aussi pour nous aujourd'hui. Il est important d'avoir des mécanismes pour améliorer les modes de vie. Comment améliorer le mode de vie des populations sans mettre en péril la protection du patrimoine. Et nous aimerions aussi en savoir plus des expériences, de leur diversité d'expériences dans les différentes villes. Et c'est pourquoi donc, nous aurons ces études de cas et pourquoi elles vont être particulièrement intéressantes. C'est aussi quelque chose qui pourra ressortir, notamment lors de discussions en plénière. Et enfin, toute dernière diapositive. Nous allons donc aujourd'hui parler de 4 études de cas. Alors tout d'abord, les vieilles villes de Djenné. Je ne vais pas vous donner les détails dès maintenant, mais il y aura donc le tissu urbain de Djenné, où nous parlerons de développement des quartiers. Il y aura aussi Grand Bassam. Et ensuite, nous parlerons de 2 autres études de cas, Saint-Louis et Siadé Vela. Donc, sans plus attendre, je vais passer au français. De se préparer à nous donner une brève description de sa présentation. Si vous pouvez la faire en 7-8 minutes, ça serait idéal. Donc, je vous donne la parole, chers collègues. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire a la parole pour nous présenter le cas sur la ville historique de Grand Bassam face aux défis de développement urbain durable en Côte d'Ivoire.
do we have, est-ce qu'il y a une personne de présentation pour faire de présentation de Pambassam, s'il vous plaît? Oui, Jyoti, c'est Alva. Je pense qu'ils ont un problème avec son audio et le microphone. Alors peut-être qu'on pourrait passer à la prochaine présentation et on essaye de voir si on arrive à activer son micro. OK, pas de problème. Et en attendant donc que la Côte d'Ivoire revienne à la page, puis-je demander à notre collègue de Saint-Louis de nous présenter son cas en 7-8 minutes, si cela est possible. Bon, mais merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci bien. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, chers collègues. Donc, c'est vraiment avec un réel plaisir que je participe à ce forum qui est une belle initiative de partage des expériences de gestion des villes du patrimoine. Et je me réjouis particulièrement du choix porté sur Saint-Louis pour pour cet appel à étude de cas. Donc, je vais vous faire très rapidement une brève présentation de la ville de Saint-Louis, donc qui est une ancienne capitale donc de l'Afrique occidentale française, mais également donc première capitale du Sénégal. Donc, Saint-Louis se situe à 270 km de Dakar. C'est une ville fondée en 1659 et compte en fait une population de près de 300 000 habitants répartis sur 3 grandes entités urbaines. C'est ce que vous voyez au niveau de la carte. Donc, sont la langue le quartier Sor, la zone de la langue de Barbarie et le secteur de l'île. Donc, si vous voyez un peu au niveau de l'image, au plan géographique, la ville est tracée par les plans d'eau de l'océan Atlantique, le petit et le grand bras du fleuve Sénégal. Et peut-être ce qu'on peut juste ajouter, c'est que Saint-Louis est la plus ancienne ville construite par les Français. Et d'ailleurs, l'histoire de Saint-Louis se confond avec celle de la colonisation. D'ailleurs, l'essentiel du patrimoine bâti de l'île, n'est-ce pas, est constitué par un ensemble architectural légué par la colonisation. Next. Donc, nous allons un peu voir maintenant les critères et attributs pour lesquels Saint-Louis a été classé au patrimoine de l'UNESCO. Est-ce qu'on peut passer au deuxième qui? Voilà. Donc, vraiment, l'île Saint-Louis doit en grande partie son inscription au patrimoine mondial grâce à son ensemble urbain, architectural et culturel remarquable. D'ailleurs, ce riche patrimoine cumulé avec sa situation deltaïque lui confère donc statut de site exceptionnel que d'aucuns, n'est-ce pas, le surnomme. Allô? Que d'aucuns donc le surnomme la Venise africaine. Évidemment, cette inscription, en fait, concerne également les zones tampons que constituent les corniches donc, de la langue de Barbarie, mais également les corniches donc, de Sor, dans le parti nord et sud. Il faut dire que l'île Saint-Louis a une superficie de 72 hectares et elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial depuis décembre 2000. Maintenant, nous allons voir un peu les difficultés et opportunités. Et parmi donc les points forts, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils adéquats pour permettre la préservation et la valorisation du patrimoine. D'abord, il s'agit d'un travail d'inventaire qui a été achevé en 2004, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur dont le décret présidentiel est entré en vigueur en 2008. Et maintenant, nous avons également l'installation d'un comité de sauvegarde qui regroupe en fait l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion du patrimoine. Et tout récemment, l'État du Sénégal a récemment organisé un conseil interministériel consacré donc à la sauvegarde de l'île, et cette rencontre justement a enregistré des engagements forts des pouvoirs publics, État, collectivités locales et de la société civile. Maintenant, nous avons également des points faibles, et parmi les points faibles, il avait été constaté des interventions malheureuses qui dénaturent le cadre architectural. D'ailleurs, ces interventions notées ça et là, donc sur des projets de réhabilitation privés, il y a ces interventions malheureuses, mais également à cela s'ajoute le phénomène de dégradation capillaire, de dégradation liée aux remontées capillaires, mais également au manque de moyens des propriétaires. D'ailleurs, c'est dans ce contexte et après plusieurs alertes
que le comité du patrimoine mondial, donc dans sa session en 2016, a menacé d'inscrire Saint-Louis sur la liste du patrimoine en péril si jamais des efforts, n'est-ce pas, des mesures fortes n'étaient pas prises par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, donc, l'enjeu majeur, c'est vraiment l'enjeu et le défi donc majeur aujourd'hui, c'est d'assurer la sauvegarde et la préservation de ce riche patrimoine architectural historique. Donc, nous allons tout de suite passer donc, au contexte et facteurs. Donc, ce qu'il faut signaler au niveau du contexte, c'est le programme de développement touristique de Saint-Louis, donc s'inscrit dans un nouveau paradigme de développement local de la ville en ancrage à la politique de redynamisation du secteur du tourisme. Et donc, ce programme de mise en valeur, donc c'est vraiment un programme de mise en valeur du territoire et des patrimoines historiques, culturels, urbains et naturels donc, de Saint-Louis. Donc, c'est un programme qui vient répondre aux besoins manifestes d'investissement porteurs de développement économique. Et il faut dire un peu par rapport aux objectifs, l'objectif, en fait, c'est la mise en valeur du patrimoine urbain et la requalification des espaces publics de l'île et des abords, mais également le renforcement, donc la réhabilitation d'unités architecturales donc éligibles au programme relevant du patrimoine bâti privé de l'île Saint-Louis, le renforcement de capacités de gestion des problématiques liées à l'environnement et l'insalubrité qui touchent évidemment la santé des populations et affectent le secteur du tourisme. Donc, par rapport à sa contribution à la résilience, il faut dire que le programme de développement touristique, avec ses différentes composantes citées plus haut, est une belle initiative qui, à son terme, va permettre à la ville de Saint-Louis d'être beaucoup plus résiliente et durable, avec une amélioration de la qualité de l'air grâce à une mobilité urbaine plus organisée, une meilleure protection de l'environnement à travers une gestion plus durable des déchets, des espaces verts et des espaces publics de qualité pour toute la population. En gros, c'est un programme vraiment qui vise une dimension, un développement économique, qu'il soit commercial ou touristique, mais également contribuer à la qualification des jeunes dans le domaine du bâtiment. Alors, maintenant, nous allons voir un peu vraiment une brève description de l'initiative. Le programme de développement touristique de Saint-Louis vise le développement du tourisme durable à travers la valorisation des patrimoines culturels, historiques, n'est-ce pas, urbains et naturels et des opportunités socio-économiques. Donc, c'est vraiment... Excusez-moi, pourrez-vous finir dans 2 minutes? Bon, mais merci. Très bien. Bon, on va juste peut-être, pour terminer, dire simplement que parmi les résultats attendus, nous avons particulièrement la reconstruction, disons, de la route de l'hydrobase, la réhabilitation de la cathédrale de Saint-Louis, le renforcement, la requalification de la place et l'aménagement de l'avenue de Jean-Mermoz, le réaménagement des quais et berges, l'aménagement du village artisanal. Donc, vraiment, il y a beaucoup de résultats qui sont attendus à ce niveau. Et ce qu'il faut peut-être noter à ce niveau par rapport au développement durable, c'est d'abord le programme de développement touristique avec ses différentes composantes citées plus haut, vraiment est une belle initiative qui, à son terme, va permettre à la ville de Saint-Louis d'être beaucoup plus résiliente et durable avec une amélioration de la qualité de l'air, donc avec une mobilité urbaine, etc. Voilà un peu ce qu'on peut retenir du programme de développement touristique. Et il faut dire que c'est grâce à ce programme que le comité du patrimoine mondial a reconnu et salué les efforts immenses donc, de l'État parti, en rayant du coup la menace d'inscription de l'île Saint-Louis sur la liste du patrimoine mondial. Je vous remercie. Merci infiniment. Toutes mes excuses de mettre un peu la pression, mais vous avez réussi à faire votre présentation en 8 minutes. Merci vraiment. Et il y a des mots-clés qui sont sortis, c'est ville durable, développement du tourisme, mais aussi résilience. Merci infiniment, chers collègues. Et en attendant, je voudrais passer la parole maintenant à notre collègue de Côte d'Ivoire, Grand Bassam, s'ils sont revenus en ligne. Grand Bassam. Et je les avais vus en ligne en temps, mais apparemment, ils n'ont toujours pas le son. Comme ils n'ont pas le son, peut-être que nous allons passer à Djenné.
Jenny, est-ce que Jenny est en ligne? Allô, Jenny. La ville historique de Jenny, est-ce que le représentant est en ligne? OK. Donc, nous n'avons pas de son avec Grand Bassam. Jenny n'est pas en ligne. On va passer au quatrième cas qui concerne Sida de Vella. Oh, Sida de Vella. Oui, je suis en ligne. Oui, je suis en ligne. OK, bonjour. Monsieur Claudio, merci beaucoup. Oui, bonjour. 8 minutes, c'est impossible. Merci beaucoup. Bonjour à tous pour cette opportunité de partager notre expérience, surtout dans les activités d'empreneurisme culturel. Donc, je vais partager avec vous mon présentation. Okay. Est-ce que vous permettez de partager mon présentation? En fait, votre présentation est déjà partagée. Ah, ok. On peut la voir sur l'écran. Voilà. Vous êtes en muet. Voilà. Oui, ça va. Oui. Vous devez ouvrir votre micro. Votre micro est fermé. Et il y a un souci avec son micro, et ce n'est pas le micro du kit main libre qui est utilisé, c'est le micro de l'ordinateur. Et donc, il faudrait qu'il sélectionne son bon micro parce que sinon, on a beaucoup d'écho et les interprètes, je ne sais pas s'ils vont pouvoir interpréter. C'est le technicien, désolé d'avoir intervenu. Merci beaucoup. Oui, est-ce que vous pouvez utiliser le micro de votre ordinateur? Oui, c'est ça, le micro de l'ordinateur que je vais utiliser. OK. Non, c'est le contraire. C'est son micro du casque. Du casque. Malheureusement, j'ai uniquement le micro du auriculaire. Mais je vous laisse gérer avec les techniciens. Peut-être que ça va être un peu dur. Vous sélectionnez les micros adéquats dans l'extrémité gauche en bas de votre écran. Vous avez un micro, vous avez une flèche à côté du micro. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez les micros kit main libre. Je ne sais pas comment ça s'appelle, votre headphone set. Mais je vous écoute très bien. Le problème, ce n'est pas l'écoute, monsieur. Le problème, oui. c'est l'écoute. Bon, allez-y, mais je veux dire, c'est pas si les interprètes s'arrêtent. Ça va maintenant? Non, ça ne va pas. Moi, je vous entends. Okay, oui, mais c'est surtout le problème de l'interprétation, selon ce que j'ai compris. Commencez, s'il y a un problème, les techniciens nous diront. Merci. Ah oui. Les techniciens, il est là, mais vraiment, quel est le problème maintenant? Pour expliquer le technicien ici. Le problème, c'est que le son qui capte vous pouvez commencer, monsieur Ramos. Vous pouvez commencer vraiment parce que on perd le temps. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Attends. Alors? Non, vous pouvez faire votre présentation, monsieur Claudio. OK. Je vais commencer pour faire une brève présentation sur les contextualisations géographiques. Cidade-Velha, c'est une vieille ville située dans la partie sud de l'île de Santiago, à 12 km de Praia. Elle est juste dans la côte de l'Afrique. Et elle compte environ 1030 000 habitants et une surface de 200 hectares.
avec une population actuelle de 1214 000 habitants. Oui. Les îles du Cap-Vert ont été découvertes, selon l'historien, entre 1460 et 1462 par navigateurs portugais au service du Coran du Portugal. Donc, avant les Portugais arriver ici, les îles ont été inhabitées. Donc, cela devait l'occupation romaine effectivement a commencé en 1470. Les îles de Santiago, plus précisément Riviera Grande Santiago, aujourd'hui, Cidade Velha, se présentent les meilleures conditions naturelles. Donc, les vallées avec le courant et moyen pour apporter aussi très point de vie. Donc, voilà, ça c'est les surfaces de la classée. Voilà les limites des falaises, le couleur jaune et bleu. Ici, c'est l'area des sites classés. Et on a ici les surfaces des zones de tampons. Voilà. Donc, le site est classé dans 3 critères. Critère 2, à cause des monuments, des meilleurs jours présents dans les Riviera Grande, ces paysages maritimes et agro-urbains témoignent de son rôle important dans le commerce international associé à l'élaboration de la domination coloniale européenne, africaine et américaine et la naissance d'un commerce triangulaire atlantique. Et critère 3, à cause de la site urbaine, mer, de Riviera Grande apporte des témoignages éminents et origine et développement pendant près de 3 siècles du traité atlantique des temps modernes. Critère 6, Riviera Grande est l'élu naissance du premier métis société créole. Donc, c'est la raison de classer ici la dans ces 3 critères. Donc, vous savez qu'elle a obtenu le titre du patrimoine mondial en 2009, dans une 3e session du comité du patrimoine mondial tenue à Séville, grâce à cette action de critères, comme j'avais dit, 2, 3 et 6. L'importance culturelle du site, déclarée valeur universelle exceptionnelle, l'inscription de conquête européenne, voilà, la première plateforme intercontinentale dans le commerce d'esclaves entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. On a les difficultés d'opportunités, de confort, site du patrimoine mondial, proximité de la capitale, par exemple, l'aéroport du Cap de Praia, conditions d'accès, richesse du patrimoine immeuble, monuments, ruines, qui faiblesse. On a des zones locales mal organisées, faible niveau de scolarisation, faible articulation entre différents acteurs du secteur touristique et culturel. Et comme défi, on a l'augmentation de la demande touristique des îles. On n'a pas une agenda culturelle forte, utilisation de nouvelles technologies de promotion et diffusion. Maintenant, si on a exode de la population locale, notamment les jeunes. Il faut passer. Brève description de notre initiative. Cette initiative aura lieu d'ici la développement de Riviera Grande. L'idée, c'est promouvoir l'entrepreneuriat culturel sur le site et renforcer les activités économiques des entrepreneurs locaux pour la création d'une marque certification du produit afin de devenir une marque du site. Donner aux jeunes des moyens d'identifier l'opportunité commerciale, du touristique et culturel du patrimoine. L'idée, c'est promouvoir ça, c'est une répétition, ce n'est pas nécessaire, il faut passer l'autre. OK? Donc, ce sont les partenaires principaux, l'EPC, qui aide dans l'organisation des populations locales. On a les Pro-Impresa, qui c'est une entreprise d'État, et les autres, c'est une organisation privée. Contexte des facteurs. Le choix de ces projets est dû à la faible utilisation de ressources patrimoniales existantes dans la communauté locale et au taux chômage élevé.
Les principaux objectifs d'initiative sont de former les principes sur l'opportunité commerciale autour des ressources patrimoniales de Cidade Velha, de promouvoir le renforcement et la diversité de l'offre touristique dans les municipalités. Et d'autre part, de promouvoir le patrimoine culturel. En raison de la mauvaise utilisation des ressources patrimoniales existantes sur le site. Il vous reste 2 minutes. 2 minutes. Avec la création de nouvelles entreprises ainsi sur le tourisme culturel, la possibilité d'extraction des grenouilles d'activités nuisances de bien-être des fermes qui se donnent les réduits. Donc voilà les éléments d'initiative, renforcement des capacités en matière de tourisme culturel, type d'entreprise adapté au site, élaboration du projet, institutions financières qui consiste à fournir aux communautés locales les moyens en capacité. Donc, l'engagement de la communauté, bon, regardez dans les photos, les résultats, comprendre l'importance du profil des entrepreneurs dans les réussités d'entreprises, identifier les opportunités commerciales sur les marches au long des chaînes en valeur touristique et culturelle. Les bénéficiaires directs sont la communauté locale et indirectement les communautés des municipalités de Cidade Velha. Donc, l'expérience acquise, augmenter l'organisation, manque de financement, résistance et évolution de nouvelles technologies. Donc, on a les contributions de développement durable, mise de la recommandation certains des paysages urbains solides. La mission de faire ce projet entrepreneur culturel permet réduire la pauvreté et promouvoir le développement en société humaine, contribuer à l'amélioration des familles dans leur communauté, l'organisation et exposition des produits afin de valeur au centre historique e-commerce. Merci. Désolé pour un petit constrangement dans notre présentation à cause des connexions Internet. No, thank you very much. Yes, of course, we hear you. I was listening to the English translation. Merci beaucoup, Monsieur Claudio. Vous avez pu tenir dans les 8 minutes. Ok, merci. Yeah, bravo. Et parmi les mots-clés qu'on peut retenir de votre présentation, et je pense que c'est un peu ça aussi la logique, pendant qu'on attend que peut-être la Côte d'Ivoire et Guinée puissent se joindre à nous, apparemment, vous voulez créer de la durabilité. You want to, let's say, create sustainability at your side by using cultural entrepreneurship. Nous allons donc voir comment nous pouvons utiliser l'entrepreneuriat culturel. On peut voir que beaucoup de choses ont été faites grâce à l'autonomisation donc des femmes, le développement du tourisme, beaucoup de développement des technologies. Et le plus important, c'est vraiment la promotion de l'entrepreneuriat pour la durabilité. J'espère que la Côte d'Ivoire est parmi nous. J'espère que vous avez du son, que vous pouvez donc prendre la parole. Et si c'est le cas, vous avez la parole pour 8 minutes. Merci beaucoup. Vous avez donc la parole. A priori, il y a toujours des problèmes de son. Peut-être qu'on peut vérifier une dernière fois par rapport à Jenny, si vous êtes en ligne. On m'entend? Oui, maintenant on vous entend, M. Diaco. OK, allez-y. OK, merci, M. Barissou. Nous allons présenter la ville historique de Grand Bassam. Le thème que nous proposons, c'est la ville historique de Grand Bassam face aux défis de développement urbain durable en Côte d'Ivoire. En introduction, nous pouvons dire que la ville a été inscrite depuis le 29 juin 2012 à la 36e session du Comité du patrimoine mondial à Saint-Pétersbourg, en Fédération de Russie, sur la base des critères 3 et 4. La ville historique constitue une fierté pour les communautés locales et également pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc, cette reconnaissance-là suscite véritablement
un intérêt non seulement pour les activités touristiques et économiques, mais également il y a des partenaires qui veulent associer leur image à ce label de l'UNESCO. Ainsi, voici le plan que nous vous proposons pour notre contribution. En 1, la présentation de la ville historique de Grand Bassam. En 2, les enjeux et les objectifs de la gestion durable de la ville historique de Grand Bassam. En 3, la ville historique de Grand Bassam comme facteur de développement des activités économiques et touristiques. Et en 4, la ville historique comme facteur de renforcement de la résilience des communautés aux catastrophes naturelles. Et nous allons conclure. Présentation de la ville historique. Donc, sur la première diapo, vous voyez la localisation du bien. Hein, c'est en Afrique de l'Ouest, précisément en Côte d'Ivoire, et c'est situé au sud-est. Et nous voyons Grand Bassam, le site historique, c'est sur un lit d'eau de terre entre l'océan et la lagune. Et la deuxième image, c'est la composante du bien. Voilà, vous voyez que le deux parties, il y a la diapo qui suit, la délimitation du bien. Voilà, vous voyez la délimitation du bien, il y a la zone protégée qui est en rouge, et puis il y a la zone tampon, hein, qui fait plus de 550 hectares. Et comme je disais, la zone protégée autour de 110 hectares. Et vous voyez l'organisation du bien. La ville historique comporte 4 quartiers ou zones. Il y a la zone résidentielle, quand on va de l'ouest à l'est, la zone résidentielle, la zone administrative, la zone commerciale et puis le village Nzima. La diapo suivante montre un peu les différentes valeurs qui ont présidé à l'inscription du site. Donc, pour rappel, c'est le 29 juin 2012 que la ville a été inscrite sur les critères 3 et 4. Et nous voyons que ces critères-là sont déclinés en 4 valeurs. Il y a la valeur architecturale, vous voyez le bâti. Ensuite, la valeur historique. Ensuite, nous avons la troisième valeur, c'est la valeur paysagère. Vous voyez un peu les images. Et puis, enfin, la valeur culturelle qui est représentée ainsi par les témoins de la culture Nzima. Donc, la ville historique est ainsi présentée. Quelle est sa contribution face aux défis du développement urbain durable en Côte d'Ivoire? Donc, nous allons parler des enjeux et des objectifs de la gestion durable. Donc, la gestion durable de la ville historique du Grand Bassam répond à plusieurs enjeux qui visent à trouver un équilibre cohérent et viable à long terme entre le maintien ou le renforcement des valeurs du site historique et la satisfaction croissante des besoins socio-économiques des publics et des populations. Cet équilibre repose sur un certain nombre d'enjeux, notamment le renforcement du cadre juridique et institutionnel, la sensibilisation et l'éducation des populations et le renforcement de la gestion participative. Donc, on va voir le renforcement du cadre juridique. Depuis 2020, le ministère de la Culture entreprend une révision du plan de gestion parce que c'est un peu la boussole qui doit orienter un peu toutes les actions de la ville historique. Mais nous constatons que c'est un plan qui est caduc. Voilà pourquoi, en collaboration avec l'UNESCO cette année, ce plan de gestion est en train d'être renouvelé et l'accent est mis sur le renforcement de l'autonomie financière et d'action de l'organe de gestion afin de lui permettre de travailler dans des conditions optimales. Il y a des photos un peu qui orientent toutes ces actions. Ensuite, nous comprenons que la question des ressources financières et du renforcement des capacités techniques et administratives des institutions patrimoniales demeure un enjeu important afin de leur permettre d'assurer convenablement leur mission. Par ailleurs, l'État de Côte d'Ivoire a initié également la révision de la loi 87-806 du 28 juillet 87 portant protection du patrimoine culturel. Elle ne prenait pas en compte suffisamment le patrimoine culturel immatériel et subaquatique, ainsi que certains éléments tels que l'archéologie et les sanctions pénales. Voilà. En petit 2, nous voyons la sensibilisation à l'éducation des populations. Au programme des activités. Ouvrez votre micro est fermé. C'est Jaco, ouvrez votre micro. Mais si le technicien peut nous aider à ouvrir son micro. Il faut qu'il le fasse lui-même, on ne peut pas l'ouvrir à sa place. Ok. Monsieur Diaco, on ne vous entend plus, votre micro est fermé. Aïe, aïe, aïe. Comment il n'a pas le retour?
Ouvrez votre micro. Ah là là. OK. Bon. La célébration des journées internationales des sites et monuments a permis de pouvoir sensibiliser un peu toute population qui fréquente le site. En petit tour, nous allons voir le renforcement de la gestion participative. Pour la relation de la ville historique de Grand Bassam, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place, conformément au dossier d'inscription du bien, outre le secrétariat exécutif, encore appelé la Maison du patrimoine, d'autres organes de gestion, c'est-à-dire le comité local et la commission permis de construire qui appuient la structure de gestion dans le processus de décision. Donc, eux tous, ils interviennent dans le processus de décision. Donc, c'est un peu une démocratie participative pour permettre à ce que le site soit bien géré et le transmettre aux générations futures. Toutefois, ces entités de gestion ont besoin d'être encouragées parce qu'on sent un encouragement parce que financièrement, ils ne sont pas appuyés. En grand 3, nous allons voir comme la ville de Grand Bassam comme facteur de développement des activités économiques et touristiques. La reconnaissance internationale de la ville historique de Grand Bassam comme label de l'UNESCO a positionné cette cité balnéaire comme une destination touristique de premier plan pour les populations riveraines et les touristes internationaux. Elle constitue également une réelle opportunité pour la mise en valeur de ce site culturel par le développement d'infrastructures et services liés à l'activité touristique. Le contexte de mondialisation impose ces défis majeurs à relever au regard des touristes de plus en plus exigeants et de l'attrait économique que constitue ce patrimoine culturel. La valeur touristique du site de Grand Bassam, prenant en compte la pratique culturelle telle que la Bissa, qui se déroule chaque année au mois d'octobre dans le village de Zima, la fête de génération de la communauté Abouri, ainsi que la mise en valeur de certains projets tels que les maisons d'hôtes permettront d'accueillir de nombreux touristes qui désirent partager la culture des communautés locales, notamment leur savoir-faire, leur savoir-être, etc. C'est donc une source de recettes financières multiples. Vous pourriez conclure? OK, d'accord. D'accord. Je vais à la conclusion. Mais avant de conclure, c'était bon quand même de rappeler le permis quand même de montrer la résilience des communautés à travers le processus traditionnel de gestion de cette crise. Donc, que conclure? Le département culturel de la ville sur les Grands Bassams peut s'avérer être un véritable levier de développement urbain durable. Les richesses patrimoniales peuvent être mobilisées pour améliorer les niveaux de vie des populations locales, créant ainsi des infrastructures socio-économiques et socio-culturelles et des emplois. Il peut également contribuer à la durabilité environnementale. C'est pourquoi nous saluons la célébration de ce 10e anniversaire de la recommandation de l'UNESCO sur le paysage urbain historique, qui constitue pour nous une invite de la communauté internationale à une synergie d'action dans la mise en œuvre des politiques de développement socio-économique et culturel et au renforcement de la solidarité internationale au regard de la fragilité de notre patrimoine culturel et des pandémies et catastrophes de tout genre. C'est à ce prix que nous préserverons le paysage urbain historique pour les générations futures. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, M. Diaco. Vraiment, toutes mes excuses d'avoir mis une fois encore la pression. Mais à travers votre communication, on a compris que Grand Bassam est une ville vibrante, très vibrante, oui, qui doit donc consolider son énergie à travers l'actualisation du plan de gestion. Un plan de gestion qui a, entre autres perspectives, de développer la ville comme destination touristique, tout en renforçant la résilience des populations et en assurant des mécanismes de financement durable. Je vous remercie une fois encore. Maintenant, puisqu'on n'a pas le cas de Jenny en ligne, je voudrais peut-être demander à la coordination qu'on aille à au prochain point à l'ordre du jour. Jenny est en ligne. Ah. OK, pourriez-vous nous faire votre présentation en 5 minutes, M. Diakité?
Oui. Ok, allez-y, allez-y alors. Ça nous laissera moins de temps pour la discussion. Oui, bonjour tout le monde. Et voilà, toutes mes excuses pour ce temps. J'avais un problème de réseau. On est dans une zone où le réseau est très difficile et contraignant. En fait, moi, je suis Moussa Mouriba Diakité, chef de la mission culturelle de Djéné. Et je suis le gestionnaire du bien ville ancienne de Djéné, classé dans le patrimoine culturel en 1988. Djéné est situé dans le delta intérieur du Niger, au Mali, appelé Pondo par les Bozou. Le Pondo fait plus de 35 000 km². Il se situe dans la région de Mopti, parcouru par deux fleuves, le Niger et le Bani. Donc, en fait, c'est une ville qui aurait été fondée vers 800 par une population animiste qui s'est convertie plus tard à l'islam. Djéné, c'est un chef-lieu de commune, voilà. Et il est classé, comme je l'ai dit, dans le patrimoine sur les critères 3 et 4. Le critère 3, Djéné, accessoirement Embarqué Tolo, Tonoba, qui sont des sites archéologiques, plus l'ancien tissu qui fait 48 hectares. Donc voilà un peu une présentation succincte de la ville. L'ancien tissu qui a une superficie de 48 hectares, comme je l'ai dit, a des difficultés. Les premières difficultés, c'est les matériaux qu'on utilise présentement sur cet ancien tissu, comme vous le savez, tout est construit en terre. Mais de nos jours, on a l'utilisation d'autres matériaux qui contribuent négativement à la conservation de la ville. Et en plus de cela, il y a la pression urbaine, d'ailleurs, qui est un facteur important qui nous a permis de monter ce projet. Djéné est presque une île. Pendant la période de l'eau, on n'a même plus d'espace. Tout est entouré d'eau. Et maintenant, avec ce projet, nous avons tenté de sortir du cadre naturel du bien qui est l'ancien tissu. Et aussi, nous avons, comme vous le savez, des sites archéologiques, Embarqué Tolo, Tonoba, Kayana, etc. La population, elle augmente de façon extraordinaire. Le site ne peut plus contenir cette population et nous avons jugé nécessaire de créer un nouveau quartier pour, excusez-moi du terme, déverser le surplus de la population qui se trouve dans l'ancien tissu. Et cet espace, nous l'avons déjà, qui est déjà morcelé, et la mairie, avec la mission culturelle, ont mis à la disposition de la population qui sera payée par tempérament. Habituellement, on le paye cash, mais avec ce projet, on le paye par tempérament. Vous pouvez voir à la droite, sur votre droite, un plan de morcellement du site. Et je pourrais mettre ce document à la disposition de l'UNESCO au moment opportun. Voilà des éléments, des menaces qui se trouvent sur le site. Aujourd'hui, les Djénékés, ils ont envie de vivre comme dans des grandes villes. Et c'est ce qui explique la construction des maisons en dur. La maison qui est en construction comme ça se situe sur l'ancien tissu. Et ce qui est formellement interdit par les textes qui veulent tout simplement que les maisons sur l'ancien tissu soient en terre. Mais aujourd'hui, on constate que la population a envie de sortir de son cadre qui a été toujours le cadre de Djéné en terre pour construire. Mais avec de nouveaux projets, ça va permettre à ceux qui le désirent d'aller vers des constructions en dur. Et l'espace immobilier face au Canou, c'est cet espace qui est chargé de gérer, de conduire le projet et qui se fait avec, comme je l'ai dit, la mission culturelle, la mairie de Djéné et le cercle de Djéné. Oui, et c'est une communauté qui est vraiment d'accord avec ce nouveau plan qui va leur permettre de sortir de leur cadre et d'avoir des infrastructures importantes qui leur permettront d'être à la hauteur des autres.
Et voilà le résultat qu'on peut escompter. Ça, c'est d'abord tous ceux qui seront tentés de construire en dur ou d'enfreindre au texte régissant l'ancien tissu seront sanctionnés de façon dure. Et ça, c'est d'abord une première solution. Et la spéculation foncière aussi va beaucoup diminuer. Les avantages directs sont énormes. L'ancien tissu est déjà décongestionné. Les démunis sont logés. Et ceux qui viennent à Djenné, parce que vous savez que Djenné aussi est en proie avec les djihadistes, beaucoup de gens, beaucoup de populations quittent leur milieu naturel pour rejoindre Djenné. Donc ça, c'est un élément important qui va nous permettre de loger tout ce monde dans un environnement sain. Monsieur les difficultés, vous conclure. Oui, vous allez faire 8 minutes dans 1 minute. Oui, d'accord, tout de suite. Les difficultés ne manquent pas, mais nous pensons qu'avec ce projet, le bien ville ancienne de Djenné serait en mesure d'être à la hauteur de la protection que nous désirons. Faute de temps, on va s'arrêter là et pour remercier les uns et les autres pour nous appuyer dans ce projet. Je vous remercie. Merci infiniment. Une fois encore, toutes mes excuses de vous avoir mis la pression. En attendant de donner la parole à la coordination pour conduire comment on appelle ça? Pour conduire en tout cas comment vous appelez ça dans le système? En tout cas, pour un premier feedback, voilà, ils ont commencé déjà. Donc, je vous remercie. Je crois que ça, c'est une expérience très intéressante qui nous montre que face à la pression urbaine, n'est-ce pas, une solution originale a été trouvée qui consiste à créer un nouveau quartier en respectant bien sûr un certain nombre de régulations et en mettant en place un règlement d'urbanisme qui est tout à fait strict. Je suis sûr que cela va inspirer des coordinations. Donc, je redonne la parole à la coordination pour conduire le vous appelez ça poule? Pourquoi je ne trouve pas le nom? Tout rang de poule, avant qu'on passe à l'interaction. Merci beaucoup. Okay, hello. Thank you very much, Mr. Varisu. Merci beaucoup, merci Monsieur Varisu et merci pour ces présentations également. Merci à ces intervenants. Alors, on va essayer de passer la parole à tout le monde. D'abord Alba et puis après Monsieur Varisu qui sera le modérateur de nos débats. Alba. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous, même virtuellement. Nous allons faire ce petit sondage, enfin c'est un échange de questions pour nous chauffer, pour entamer un débat. Pour cela, allez sur la page web indiquée à l'écran, slido.com et entrez dans le chat et là vous trouverez ce qu'il vous faut pour intervenir. Je vais poser chacune des questions et lorsque vous voulez contribuer, fournir une réponse, ça va apparaître à l'écran. Les réponses seront anonymes, mais nous pourrons tous en prendre connaissance, donc avoir une idée de vos opinions respectives. Je vous donne peut-être quelques secondes, le temps de tous vous connecter au système d'intervention. Alors, sur le site web slido.com, vous avez un encadré en haut où vous devez taper le nom de notre petite opération de sondage ou d'intervention, c'est HUL2 pour paysage urbain historique, HUL. Alors, je vous lis la première question. Elle apparaît en français et en anglais. What are the main takeaways? Nous voyons déjà apparaître quelques réponses. On parle de vulnérabilité face aux catastrophes naturelles et aux conflits entre populations, entre les hommes. Donner une autre fonction que celle du tourisme à ces villes et faire un nouvel aménagement dans le contexte historique
mais à l'extérieur des délimitations de la ville historique, étendre la ville en dehors des zones protégées, mais en harmonie. Quels sont les principaux défis dans la mise en œuvre de la recommandation PUH en Afrique? So from your experience and today's presentations, what are the main challenges in the implementation of HUL in Africa? So please go ahead. Allez-y. Alors, on a une première réponse, pardon, la pression démographique, de plus en plus de gens affluent vers les villes. Très bien. Alors, ça devient plus gros, ça veut dire que beaucoup des participants sont d'accord et mentionnent cela comme réponse. Plusieurs personnes ont identifié ce défi de la pression démographique. Il y a aussi la question de la gestion, des plans de gestion, la question également des inondations, des crues, des catastrophes naturelles. Pression demographic pressure, changing political economy, conservation, etc. Changer l'économie et la politique locale, préservation du patrimoine. Très bien. Alors, passons à notre dernière question avant d'ouvrir le débat. Dans la mise en œuvre de la PUH en Afrique, what are the main opportunities in the implementation of HUL in Africa? Creative populations, that's a beautiful Alors, des populations, des communautés créatives, magnifique. La question du gagne-pain des populations, comment peuvent-elles vivre décemment? Établir les connexions entre tout cela, la richesse culturelle qu'elles contiennent, plus de diversité, l'implication, l'engagement des populations locales, des habitants. Très bien. Eh bien, je crois qu'on peut arrêter avec cet exercice pour ouvrir le débat. Et puis après, je repasserai la parole à M. Varissou. Merci beaucoup. Et bien justement, voilà, vous avez la parole de nouveau, M. Varissou. On dispose à peu près de 6 minutes. 15 minutes au total pour soulever les questions, les problématiques et engager un débat. On a écouté toutes les présentations, on a vu les réponses au petit sondage. Peut-être qu'on peut passer aux réactions et les participants lèvent la main pour prendre la parole. Vous pouvez également poser vos questions dans la boîte réservée au chat, dans la boîte de chat. Mohamed, oui. Merci beaucoup, Saïb, et merci beaucoup déjà, Jyoti, pour nous organiser cette réunion très, très importante pour discuter un petit peu les problèmes des villes africaines. Voilà, pour moi, je pense que c'est vraiment l'occasion de souligner les 3 points que je le vois apparaître dans toutes les trois cas qu'on a discutés aujourd'hui, qui sont intéressants et il faut qu'on revienne encore pour discuter ce problème-là. Le premier, bien sûr, c'est la transformation interne qu'on a trouvée à Grand Bassam, on a vu aussi à Genève, et comment gérer ça. Ce matin, on avait aussi des discussions avec les continents Asie. Ils ont aussi ces problématiques de transformation interne. Comment on intègre ça dans le tissu ancien, ce qu'on voit maintenant à Genève. Bien sûr, il y a ça, il faut qu'on trouve un moyen pour intégrer ça. Une des solutions, si la transformation interne, il s'agit d'accommoder les populations, une des solutions, bien sûr, c'est celle qui est faite à Genève, créer un nouvel des zones pour accommoder aussi les populations internes. Mais ce que moi je vois à Genève, je vois un challenge aussi. Il faut qu'on soit
intelligent, parce que si on crée une nouvelle zone à l'extérieur de ville, il faut aussi trouver un moyen de faire la balance entre les plans, les balances entre les critères de construction. On ne peut pas transférer les critères de les villes anciennes dans les villes nouvelles. Vous allez avoir un problème et ça va créer un problème dans les deux parties. Donc, il faut trouver l'intelligence de faire ça. Donc, ça, c'est le deuxième point. Comment intégrer les niveaux quartiers pour que ce soit partie des quartiers anciens. Ça ressemble un petit peu les quartiers anciens, mais en même temps, il ne faut pas avoir l'idée de faire la réplication de quartiers anciens dans le nouvel quartier. Ça, vous allez avoir un problème. Ça veut dire les codes d'urbanisme, toutes ces régulations. Il faut avoir en tête qu'on est en train de créer un nouvel quartier. On ne va pas bâtir un nouvel Genève ailleurs. On bâtit un autre quartier qui doit balancer, qui doit avoir aussi la complémentarité avec Genève. Donc ça, il faut avoir ça dans notre tête aussi. Je pense que le troisième, c'est qu'on a vu ici, c'est vraiment une des possibilités de Hull, c'est donner la possibilité de la population, les communautés, toutes les parties prenantes, de discuter les problématiques de la ville. Donc, moi, comme on a dit à Grand Bassam, le problème, ce n'est pas seulement les plans de gestion, c'est comment les plans de gestion est intégré du plan d'urbanisme aussi. Parce que si on discute seulement les plans de gestion entre les gestionnaires du site, mais qu'est-ce qui se passe dans le développement de la ville? Ça aussi, c'est un problème. C'est exactement ce qu'on voit à Genève. C'est qu'en fait, le plan de gestion, il ne s'agit pas du nouvel quartier. Le plan de gestion, il est dans le titre ancien de Genève. Comment on va faire maintenant avec les nouveaux quartiers qui est à Genève, mais au Grand Bassin aussi? Donc, c'est le plan de gestion, mais c'est le plan d'urbanisme, c'est au plan de développement des régions. Parce que ça, la ville, ce n'est pas seulement la ville historique. La ville historique peut avoir un valeur intéressant, mais comment la ville historique, elle est intégrée dans le territoire qui est un petit peu large, il est intégré dans la région. Donc ça, donc le HUL nous donne la possibilité de créer ce qu'on appelle layers, de créer toutes ces stratas du niveau historique, au niveau économique, au niveau de gouvernance. Donc pour moi, ces 3 points, on le voit traverser dans toute cette ville-là. Donc il faut continuer à discuter, continuer à trouver les moyens, comment travailler avec eux pour les aider. Donc, on va travailler bien sûr avec les plans de gestion, mais aussi avec les autres plans. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Mohamed. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? C'est un commentaire, question. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Parce que c'est vrai que la question de la prise en compte des différents segments de plan dans le plan de développement municipal bien urbain, ça c'est extrêmement important pour voir quelle est la cohérence qu'on peut créer dans les différents plans qui sont mis en œuvre au niveau de la ville. Je ne vois pas d'autres mains en ligne. There is no request for intervention or comment. Pas de demande de prendre prise de parole ou de commentaires. Quel est le futur de ce programme? Nous qui avons, disons, expérimenté ou bien qui avons été impliqués dans la mise en œuvre de ce programme, quelle est notre expérience et quelles sont nos perspectives en tant que participants? Je ne vois pas d'autres mains levées. Saïbou? Yeah. Saïbou? Yeah, allez-y. Oui, j'ai une question par rapport au gestionnaire du Grand Bassin. Comment il trouve les 3 quartiers-là? Comment ça s'intègre au niveau de communication? Parce qu'il nous parlait de 3 quartiers, la zone résidentielle, la zone fonctionnaire, voilà. C'est une façon ancienne de faire la ville. Mais maintenant, avec les systèmes actuels du patrimoine, comment ces 4 zones, comment il le met ensemble pour si on parle seulement de zone administrative, est-ce que la zone administrative travaille jusqu'au soir ou seulement le matin parce qu'il y a les officiers qui travaillent dans le gouvernement? Après-midi, il n'y a personne. Ça marche. Comment ça marche, les 4? Et dans la zone commerciale, est-ce qu'on résidentiel, on est là seulement pour dormir ou il y a aussi la ville, il y a aussi les hôpitaux? Comment ça marche? Je ne suis pas allé encore au Grand Bassin. Donc, je voulais savoir comment ça marche, les 4 zones. OK.
Merci beaucoup. Peut-être tu peux aussi enchaîner, monsieur Diako, avec comment est-ce que vous gérez l'interface avec toute la dynamique qui vient de la mer? Parce que Grand Bassam, ça s'applique peut-être aussi à Saint-Louis, avec toute la question de l'érosion marine. Comment est-ce que vous arrivez à intégrer cela dans, disons, les perspectives de développement, de planification, de gestion de la ville? Merci. Vous avez la parole. Monsieur Diako, vous avez la parole. Votre micro est fermé. On ne vous entend pas. Oui, maintenant. Oui. On m'entend? Yeah. Allez-y. Ok, merci, merci, M. Barissou. Vous devez couper, arrêter le deuxième appareil. Vous travaillez sur 2 appareils à la fois. Vous devez arrêter. En fait, j'ai un appareil avec... Ok, on m'entend? On vous entend, mais c'est insupportable. Vous devez arrêter un appareil entre les deux. Non, maintenant, on n'a plus le son. Vous devez ouvrir votre micro. Ok, on m'entend mieux? Très bien, merci. Allez-y. Ok, merci, M. Barissou. Je veux remercier également M. Mohamed pour son intervention. Effectivement, nous sommes confrontés pratiquement aux mêmes difficultés que Djenné, parce que l'esprit, c'est de conserver les vieilles villes qui sont issues de la période coloniale, mais en même temps, il y a un développement de cette ville-là. Comment faire l'adéquation entre la ville ancienne et tout le matériel aujourd'hui moderne. Donc, vraiment, c'est une véritable difficulté. Voilà pourquoi il y a des commissions qui ont été mises en place, notamment le comité local de gestion, qui est présidé par M. le maire, hein, qui est l'organe de gestion, de décision, de tout ce qui doit se faire sur le site. Et puis, il y a la commission permis de construire, qui est présidée par Madame le préfet, de sorte que toutes les décisions qui seront prises soient imposables. Donc, il y a une inspection du site qui est faite avec l'appui de la mairie pour essayer de voir un peu tout ce qui est dysfonctionnement sur le site et puis pour rappeler à l'ordre tous ceux qui veulent entreprendre des constructions, de sorte que tous les dossiers qui doivent de construction sur le site passe au niveau de la commission de permis de construire qui fait ses orientations, qui fait ses recommandations avant que le permis de construire soit édité. C'est vrai que de façon théorique, c'est facile, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il y en a qui ont commencé à comprendre avec les sensibilisations. Donc, dès qu'ils ont des projets de construction, ils se réfèrent à la commission, mais ce n'est pas toutes les populations. Donc, par moment, on surprend des travaux qu'on est obligé de faire arrêter pour demander à ces personnes-là de pouvoir introduire les dossiers. Et également, vous avez abordé le problème de menaces par rapport à l'érosion, etc. Aujourd'hui, il y a le gouvernement ivoirien a décidé de la mise en œuvre du projet de réouverture de l'embouchure, parce que nous avons constaté que la voie naturelle, hein, du fleuve Komoué et de la lagune, des eaux qui se déversent à la mer étant naturellement fermées. Donc, c'est ce qui a créé l'inondation en 2019. Donc, aujourd'hui, l'État a pris à bras le corps ce projet qui est en cours et nous prions que ça puisse aboutir. Nous pensons que ça va permettre un tant soit peu de réduire le problème d'inondation régulière que nous avons à Bassam. Même quand il y a des petites pluies, nous avons ces problèmes d'inondation. Donc, je pense que c'est ensemble, avec ce genre de réunion, de partage d'informations qui va nous permettre véritablement de pouvoir venir à bout de toutes ces préoccupations. Et puis, peut-être l'autre élément pour conclure. Aujourd'hui, nous avons essayé, avec le cadastre, de pouvoir harmoniser toutes les actions du plan de gestion pour qu'effectivement, il y ait une cohérence. Voilà. Peut-être l'avantage de Bassam, c'est que par rapport à Djenné, tout est en terre battue.
mais Bassam, quand même, il y a le béton qui est intégré. Donc, ça fait qu'on a moins de difficultés par rapport à Djenné. Donc, la vie, je veux dire, il y a le village Nzima, il y a la zone administrative, il y a la zone résidentielle. Donc, aujourd'hui, ça forme un tout. Voilà, ça forme un tout. Mais on a besoin toujours d'éduquer les populations parce que ce n'est pas toujours facile. Et le village Nzima, aller arrêter les travaux, vraiment, ce n'est pas facile. C'est un peu ce que je voulais dire. Okay. Malheureusement, on est obligé d'arrêter les interventions ici. S'il n'y a pas d'autres interventions pressantes, peut-être qu'on va donner la parole à notre rapporteur, pas rapporteuse, rapporteur, n'est-ce pas, de nous dire la substance de ce qui a été discuté, en espérant que les discussions vont continuer. Et après, notre rapporteur, bien sûr, je donnerai la parole à Jyoti pour nous dire le mot de clôture de cette séance. En tout cas, pour moi, ça a été un énorme plaisir et je vous remercie. Je suis sûr que les discussions vont continuer et puis on va mûrir au fur et à mesure les solutions adaptatives que nous trouvons aux différents challenges auxquels nous faisons face en tant que gestionnaire héroïque, si je puis dire, des villes et des cités qui sont sur la liste du patrimoine mondial. Merci beaucoup. Ishan, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux collègues et merci aussi au Centre de patrimoine mondial pour l'invitation de partager avec vous cette séance et aussi pour apprendre des collègues. Thank you very much. I think one thing that has... Merci beaucoup. Quelque chose qui est vraiment ressorti des différentes interventions, c'est qu'il y a une vraie diversité des villes africaines. Nous avons Grand Bassam et Saint-Louis, des villes côtières. Et nous avons également Città Vella dans une petite île, un pays en développement. On voit qu'il y a une jonction entre la tradition et la modernité dans toutes les villes, et ce sont deux éléments qui se complémentent. Et on peut voir vraiment la réalité de ces villes. Il peut y avoir un manque d'opportunités économiques pour les populations, cela conduit à du chômage pour les jeunes et beaucoup de vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Avec l'exode d'une partie de la population, il y a un vrai problème de continuité également au sein de ces villes et cela pourrait devenir un défi particulièrement pressant. Cependant, nous sommes rassurés de voir que le label Patrimoine mondial donne des opportunités de développement mais aussi de conservation. Quelque chose qui n'aurait probablement pas existé sans cela. En effet, dans les villes qui ne sont pas inscrites, on peut voir qu'il y a des développements urbains qui ne respectent pas les centres historiques. À Djémé, on peut voir la réalité de ce phénomène. On voit qu'il y a des besoins qui viennent de la communauté, qui souhaitent utiliser d'autres matériaux. Et donc, il est difficile de voir comment l'on peut répondre à leurs besoins de ces populations d'utiliser des matériaux de construction du XXIe siècle, mais aussi conjuguer cela aux besoins de protection de la ville. Et donc, cela veut dire qu'il faut articuler ces nouvelles manières de vivre avec les protections que nous voulons avoir pour les différents sites historiques. Comment arrivons-nous à résoudre ces défis, notamment en termes de logement? Mais il y a des choses encourageantes, notamment quand on examine Djenné. Dans cette région du Mali, Djenné est un refuge pour ceux qui fuient les conflits. C'est quelque chose de très intéressant. Et si cela aide beaucoup des populations, cela met beaucoup de pression également sur cette ville historique. Mais de Città Vella à Djenné, on peut voir que les sites historiques peuvent vraiment contribuer à la qualité de vie
des communautés qui vivent dans ces villes. Donc la question est de voir comment nous pouvons soutenir ces communautés locales. Et étant donné que nous avons des centres urbains, ce que nous appelons local, mais en fait, c'est la réunion de personnes venant de cultures très diverses. Il y a aussi l'émergence de nouvelles cultures urbaines, de nouvelles traditions. Donc les villes anciennes d'Afrique ont de grandes opportunités. Cela nous permet de voir comment la vie urbaine évolue dans le contexte africain. Ces 4 villes nous ont montré également qu'elles ont toutes de grandes opportunités, notamment au niveau socio-économique, pour aider notamment les communautés locales qui vivent dans ces villes, mais aussi pour tout le reste du pays, pour l'économie nationale. Cependant, il reste des défis. En effet, les opportunités économiques dans les quartiers historiques doivent aller au-delà du tourisme. C'est quelque chose que la situation actuelle nous montre. Donc, nous avons besoin de donner aux communautés des moyens pour qu'elles puissent s'exprimer, pour qu'elles puissent soutenir leur développement économique. Ces moyens doivent se fonder sur leurs propres expériences et ne doivent pas mettre en danger la conservation des sites historiques. Grand Bassam nous a montré un bon exemple pour la protection du paysage urbain historique. Nous espérons que c'est quelque chose qui sera reproduit dans beaucoup de sites historiques africains. Grand Bassam est une ville modèle en ce qui concerne la gestion participative, main dans la main avec les communautés locales. Et cela soulève une question. Est-ce que ces sites classés vont en fait continuer à croître et aller au-delà des frontières qui ont été définies? Parce qu'il y a un centre historique, mais il y a une périphérie urbaine qui se développe autour. Et je pense que c'est un des points importants pour le programme PUH. Comment s'assurer que ces périphéries urbaines sont complètement intégrées, qu'elles ne sont pas seulement des zones tampons, et qu'il y a une continuité de l'histoire, en fait. En effet, avec tous ceux qui arrivent à la recherche d'opportunités économiques, il y aura une nouvelle histoire. Désolé, je me suis un peu tendu, mais avant de finir, mais j'aimerais parler des défis comme ceux de Saint-Louis. Les interventions peuvent créer des problèmes, notamment dans les landes de barbarie. Il peut y avoir de très bonnes intentions qui ont des conséquences désastreuses. Et donc, il faut avoir plus d'évaluation pour s'assurer que ces sites sont complètement protégés, notamment face au changement climatique. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci. J'aimerais maintenant donner la parole à la directrice adjointe du Centre Patrimoine Mondial. J'aimerais tous vous remercier pour votre implication, pour nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Yeti, vous avez la parole. Merci, merci à tous. Les travaux étaient particulièrement difficiles aujourd'hui à cause des difficultés techniques et puis nous avions besoin de limiter le temps malgré le nombre important de présentations. Donc en tous les cas, merci à tous les présentateurs. C'était vraiment très intéressant, très riche. C'était vraiment
très important d'avoir vos perspectives dans le cadre du PUH, de connaître vos travaux dans vos villes. C'est quelque chose qui est fondamental. Donc, merci. Et merci, Ishanan Sohen, pour vos commentaires. Vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour les préparer. Comme vous avez pu le voir, nous avons noté un certain nombre de points qui ont été mentionnés. Nous allons continuer à ajouter cela à l'écran et nous partagerons, je l'espère, cet écran avec vous à la fin de notre réunion. J'espère que vous resterez avec nous, que vous serez parmi nous lors de la prochaine session qui aura lieu à 15h30 aujourd'hui. Il nous reste encore 3 sessions préliminaires et il y aura le lancement de l'appel à l'action le 23. Le 24, les rapporteurs de toutes ces sessions techniques se rassembleront pour la session donc, du 24. Ils feront la synthèse de nos sessions préparatoires et nous aurons une table ronde. Nous espérons que vous serez donc tous avec nous et encore une fois, merci beaucoup. Et vous pouvez donc maintenant quitter la réunion. Et j'aimerais remercier l'équipe technique et toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour cette réunion. Merci beaucoup et au revoir. Ah, je viens de me rendre compte que nous n'avons pas une photo. On souhaiterait faire une photographie de groupe pour ceux qui sont présents. Vous vous êtes déjà déconnectés? Si vous ne vous êtes pas encore déconnectés, j'aimerais qu'on prenne une photo collective de notre groupe. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez rallumer vos caméras, vos appareils photo, vos caméras, pardon.